Un, 2, 3, c'est parti. Voilà. Bonjour Olivier Anne. Bonjour. Alors, vous êtes au départ agrégé et docteur en histoire. Oui. Comment êtes-vous devenu islamologue? Alors, d'abord, j'ai un tout petit peu de difficulté à me proclamer islamologue. Disons que je fais de la recherche en islamologie, plus exactement. Alors, à l'origine, donc moi, j'étais médiéviste, je le suis encore, médiéviste spécialiste de l'Occident latin, 12e, 13e siècle. Ayant fait un parcours par l'Égypte, je me suis initié à la langue arabe en C'est ça, Égypte. dans votre second livre, nous allons parler de vos deux livres. Ouais, Dans votre second livre, vous évoquez donc votre coopération, les 2 années de coopération que vous avez passées au Caire, c'est ça? c'est ça, exactement. Et donc, ayant commencé l'apprentissage de la langue arabe, j'ai continué cet apprentissage de retour en France et j'ai donc développé au fur et à mesure des années, donc là à peu près depuis 15-20 ans, une seconde spécialité qui est le travail sur les sources et la langue arabe, notamment à travers le Coran. Et donc j'ai développé un parcours d'islamologie. Et depuis une dizaine d'années, j'utilise ces deux parcours, parcours de médiéviste latiniste et parcours d'islamologie de langue arabe, pour faire des comparaisons et de travailler sur les deux univers, surtout au Moyen Âge, mais de temps en temps, je me permets de déraper un peu. Donc vous venez de publier coup sur coup 2 livres. Nous allons commencer par parler du premier, qui est intitulé L'Europe face à l'islam, histoire croisée de 2 civilisations du 8e au 20e siècle, aux éditions Talendier. Alors je voulais présenter ce livre sur l'écran, mais j'ai l'impression qu'il apparaît à l'envers. Oui, il est à l'envers. Donc, je ne sais pas, je rajouterai le livre en présentation de la vidéo. Alors, ce titre, Olivia, ne jouez-vous pas sur les mots avec ce titre? Oui. Alors, le- L'Europe face à l'islam, qui rappelle un peu la mise en garde de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui évoquait le côte à côte qui pourrait tourner au face à face. Oui, alors en réalité, le face-à-face, qui est une confrontation, moi je le vois plutôt comme un côte-à-côte ou comme finalement un miroir. Je prends l'Europe et ses évolutions multiples, je prends la civilisation islamique et ses évolutions, et je les mets en regard l'une de l'autre. Alors c'est vrai que le côté face à fait un peu versus anglo-saxon, mais c'était pas tellement mon idée. C'est pour ça que le sous-titre est important. C'est vraiment l'idée de croiser les domaines, de croiser les thématiques pour essayer de voir finalement, peut-on comparer ces Et non deux. pas d'entreprendre une croisade. Ouais, ouais, alors c'était pas. Alors là, oui, certains m'ont dit, oui, mais il y a un jeu de mots. Non, il n'y avait pas du tout de jeu de mots. C'est vraiment comparer, faire de l'histoire comparée. Alors c'est vrai qu'en France, on n'aime pas beaucoup l'histoire comparée parce que ça exige une telle culture dans les deux univers qu'on compare. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas cette culture encyclopédique dans les deux univers, mais avec les quelques moyens qui sont les miens, j'ai quand même essayé de faire ce travail comparatif qui me paraît, dans le contexte actuel, absolument essentiel. Qui est quand même un peu encyclopédique hein, quand on vous lit. Alors je vous dis tout de suite, la lecture m'a paru un peu ardue, dans la mesure où je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, mais il est bien écrit, il est agréable à lire, et lorsque l'on est attentif aux différents éléments de votre démarche comparatiste, eh bien, on acquiert un certain nombre de connaissances intéressantes. Euh, alors, maintenant, concernant votre méthode, Oliviane, votre méthode comparatiste, vous précisez à la fin de votre livre cette méthode en partant d'une définition de l'historien renommé du XIXe siècle, Ernest Renan, Mm. dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Alors, vous citez Renan, l'islam est la complète négation de l'Europe, l'islam est le fanatisme, le dédain de la science, la suppression de la société civile, l'avenir, messieurs, Renan au Collège de France s'adressant au public, est donc à l'Europe et à l'Europe seule.
Vous réfutez bien sûr ce point de vue qui vous paraît confusionniste. Renan, selon vous, ne distingue en effet pas la religion de la civilisation, ce qui vous donne l'occasion de préciser votre méthode. Alors là, je vous cite vous. Il faudrait donc sans doute réfléchir dans l'absolu, et vous soulignez l'absolu en l'écrivant en italique. Est-ce que dans l'absolu, l'islam, que vous écrivez avec un grand I, mais entre parenthèses, vous ajoutez un petit I, Ouais. Est-ce que dans l'absolu, l'islam est compatible avec l'Europe? Or, justement, la civilisation islamique ne se pense pas dans l'absolu, précisez-vous, puisqu'elle favorise l'adaptation, l'informalité, alors là, vous utilisez un terme un peu difficile, l'informalité et l'évolutivité derrière l'écran d'une loi religieuse apparemment close, et vous insistez sur le fait que les lettrés européens aiment penser le monde et leur monde sur le mode de questions théoriques et holistiques, alors le terme est également un peu difficile là, quitte à les couper de tout substrat historique. Qu'est-ce que l'essence de l'islam? Demandent ces lettrés européens, ou de sa civilisation. Qu'est-ce que l'essence du christianisme ou de l'Europe? Puis ensuite, comparons. Ça, c'est une démarche comparatiste que vous réfutez. Ce n'est en effet pas la méthode que vous utilisez. C'est oublier, répondez-vous à ces lettrés européens, que l'histoire, et là l'histoire, vous l'écrivez avec un H majuscule, ou évoquant Pérec avec une grande H. Oui, c'est ça. Donc, c'est oublier que l'histoire avec une grande H invalide les essences. Alors, Olivier Anne, en quoi n'êtes-vous pas un lettré européen? Moi, je suis un lettré européen. Je suis issu d'une formation qui est typiquement européenne, typiquement française, avec toutes ses qualités et ses défauts. Je pense que l'univers européen dans lequel on a grandi a complètement évolué, mais déjà depuis, enfin, a toujours évolué. Et dans le monde complexe dans lequel on est, notamment vis-à-vis de la question de l'islam, qui se pose très souvent en Europe et en France, on ne peut pas, je pense, aborder ce sujet qui est un sujet sérieux, qui est un sujet grave, qui impacte notre avenir, sans poser des bases rationnelles. Je suis européen au sens où la rationalité, quand bien même j'ai mes convictions religieuses, la rationalité est un point d'entrée majeur pour toute approche finalement de l'intelligence du monde pour moi. Et donc, j'utilise le vecteur de la rationalité européenne pour essayer de comprendre et de comprendre la civilisation islamique, la comprendre dans son histoire. Or, je repère, quand je prends mes distances par rapport à moi-même, je repère de toute évidence des traits communs que l'on met rarement en avant entre les deux univers, qui sont des traits éthiques, qui sont des traits de philosophie. Et donc, nous sommes obligés, je pense, de quitter les questions d'absolu. Hein, on remarque ça dans les débats ou les faux débats à la télévision en permanence. C'est, de toute façon, vous comprenez, l'Europe c'est ceci, l'islam c'est cela. Et l'islam ne se conçoit pas comme ceci, ou l'islam a toujours dit que... Or, ça ne marche pas, ça. Historiquement, ça ne marche pas. Alors, vous vous efforcez tout de même de répondre à la question. Oui. L'islam faire un effort. Est-il compatible avec l'Europe? Osons quand même une réponse provisoire à cette question, dites-vous, qui n'a pas de sens historique. Donc, vous répondez en 3 temps, enfin, vous émettez 3 hypothèses. Si l'islam est un culte, rien n'empêche sa fusion dans le mode normatif européen, c'est-à-dire dans les lois, le cadre des lois européennes. Comme le catholicisme ou le protestantisme. Voilà. Si l'islam est une coutume religieuse et sociale qui impacte les relations quotidiennes et définit un groupe à part, reconnu comme tel, il est parfaitement compatible avec la common law britannique. Alors là, dans votre livre, vous citez 2 fois la common law britannique sans donner vraiment d'exemple. Donc, pour les Français qui ne connaissent pas, je vais terminer la citation, vous répondrez après.
avec la common law britannique et avec l'État impérial qu'est la Russie, alors là on va laisser de côté parce que la question est un peu vaste, avec toute société et avec toute société européenne promouvant la discrimination positive. Alors là on est dans un champ bien connu, évoqué par une tendance de la façon donc de composer avec l'islam. Et troisième hypothèse, si l'islam est un système légal et culturel, qui cherche à imposer ses normes, c'est-à-dire bon, à avoir un système juridique alternatif, il n'est effectivement pas compatible avec ce que sont aujourd'hui, et vous insistez sur le terme aujourd'hui en l'écrivant en italique, avec ce que sont aujourd'hui les États européens. Alors, laquelle de ces trois réponses, Olivier Hahn, vous paraît-elle correspondre à la situation qui se profile actuellement dans la situation évolutive que nous connaissons? Oui, alors ces trois situations ou ces trois orientations possibles, la France les vit toutes les trois à la fois au même moment. On a des tendances qu'on appelle parfois l'islamisme politique ou le fondamentalisme qui, lui, semble s'orienter effectivement sur la troisième possibilité, c'est-à-dire un monde ou une Europe qui devrait s'adapter à une législation islamique. Mais là, on est évidemment face à des comportements et des revendications qui sont quand même très, très minoritaires, même au sein des musulmans de France, par exemple. On est face à des revendications de type culturaliste aussi. Hein, donc, nous exigeons d'être reconnus comme français musulmans, voire comme musulmans et français. Donc là, c'est une tendance communautariste qui a déjà une petite dizaine d'années en France, mais qui s'appuie aussi sur toute l'évolution du monde anglo-saxon. Donc cette fameuse common law, qui est la loi coutumière finalement. Et j'en veux pour preuve, il y a déjà une quinzaine d'années, les évêques anglicans d'Angleterre avaient suggéré qu'on applique la charia aux citoyens britanniques qui le souhaitaient. Donc il y a une dynamique tout à fait... Comment ça se passe concrètement dans un quartier, dans une ville? Eh bien, très concrètement, si c'était réellement mis en place, tout le droit de la famille... Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Non, mais s'il y a des réclamations en common law vis-à-vis du juge, le juge britannique, qui a beaucoup plus d'autonomie sur ses décisions que le juge français, peut faire appliquer une partie de la charia éventuellement à des gens qui le réclament. Donc ça n'est pas incompatible. Sous son autorité. Ouais, exactement. Ouais. Alors, attention, la charia en Angleterre ne concernerait que le droit des héritages, le droit de la famille, et non pas tout ce qui est crime de sang, bien évidemment. Donc, là, on resterait... à des questions particulières. Ouais. Et donc, on a ce phénomène-là en France. Par exemple, vous avez une multitude d'associations musulmanes qui ont soutenu le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, alors que, j'ai envie de dire, c'est pas la même question. La question de l'islam d'un côté, la question des minorités raciales n'est pas la même. Or, elle a été perçue comme la même chose par un grand nombre d'associations musulmanes. Et troisième orientation que nous vivons aujourd'hui en France, un islam qui se veut cultuel, un islam qui se veut coupé, ou en tout cas de plus en plus détaché de ses orientations juridiques, pour vivre une vie spirituelle et mystique comparable, alors, plus ou moins en tout cas, au catholicisme, au protestantisme ou au judaïsme. Donc, nous avons exactement les trois tendances aujourd'hui en France, mais il est clair que l'influence anglo-saxonne, qui est, vous le savez, très très forte en France, notamment avec le mouvement Black Lives Matter, avec le mouvement communautariste, on sent très très bien que le culturalisme musulman, qui prendrait comme fondement d'abord l'appartenance à la communauté confessionnelle avant l'appartenance à la communauté nationale, ce mouvement-là prend de plus en plus d'importance. Et la grande difficulté, je trouve, c'est de parvenir à l'identifier, mais sans le considérer comme un ennemi de la loi. Autant la première orientation dont on parlait tout à l'heure, qui est celle qui veut imposer certaines règles de l'islam et d'un certain islam dans la société,
Là, on sait l'identifier, hein. On appelle ça l'islamisme politique, on appelle ça, bon voilà, il y a plein de mots pour le qualifier, plus ou moins pertinents. Mais là, les pouvoirs publics sont en lutte contre ce mouvement-là. Mais il est très difficile, tout en restant dans le cadre de la loi, de lutter contre le culturalisme musulman, parce que d'abord, il n'est pas majoritaire. Ensuite, on a d'autres formes de culturalisme communautariste en France, qui n'est pas que musulman. Et donc, je pense que pour garder l'unité nationale, la lutte contre ce mouvement ne peut pas être une lutte légale ou judiciaire, c'est une lutte culturelle, c'est une lutte par la langue, c'est réaffirmer la beauté de la langue française, c'est réaffirmer l'histoire de France, et c'est aussi de respecter le droit et la loi pour des gens qui n'ont pas forcément la même opinion de ce qu'est la France. Mais là, tout ça, c'est complexe, hein, parce que nous le vivons sous nos yeux. Alors, Oliviane, vous dites que la revendication donc de la législation islamique est minoritaire. Cependant, vous savez qu'un récent sondage de novembre dernier de l'IFOP a révélé que 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia, justement, précisément cette législation islamique, est plus importante que la loi de la République, soit une augmentation de 10 points, 10 points par rapport à l'année 2016, en 5 ans, en 4 ans, puisque le sondage est de 2020. En 4 ans, cette proportion est passée de au-dessous de la moitié à au-dessus de la moitié. Que pensez-vous de cette progression récente? Alors, bon, je pense que ce type de sondage ne signifie absolument rien. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on dit en général à propos des sondages. Non, mais là, bon, je vais expliquer ce que je veux dire. Si, lorsque ces jeunes ont répondu, la charia est au-dessus des lois de la République, s'ils veulent dire que la loi de Dieu, les impératifs religieux, l'emportent sur la loi civile, eh bien, à ce moment-là, ces jeunes ont signifié exactement ce que n'importe quel croyant catholique, orthodoxe, juif peut penser de cette question. C'est-à-dire sans rien connaître du droit français ni de la législation islamique en question pour ce qui concerne les musulmans. Voilà, c'est-à-dire que si on parle d'impératif moral et éthique qui est lié à ma propre personne, eh bien, il est évident que n'importe quel croyant juge que son lien à Dieu l'emporte dans sa conscience par rapport au lien à une communauté politique. La République, même si voilà, elle est notre système, elle passera comme le reste, c'est-à-dire qu'elle est temporaire. Elle n'est qu'un ordre juridique, elle n'est pas un ordre éthique ni spirituel. L'ordre éthique et spirituel l'emporte forcément sur l'ordre juridique et politique. C'est d'ailleurs exactement ce qu'avait énoncé le tribunal. Vous vous rendez compte de l'interprétation qu'on pourrait faire de vos propos, là? Non, mais c'est très clair. Ce qui est très clair, c'est que le tribunal de Nuremberg le dit. Il y a le primat de la conscience. Le primat de la conscience l'emporte sur la législation ou les législations. C'est-à-dire que... Alors là c'est la loi d'Antigone par rapport aux lois de Créon. Oui, mais d'accord. Bon, là, on est sur Nuremberg. Les lois au-dessus des lois qui... il y a quand même une loi, la loi de la conscience. Si la République garantit la liberté de la conscience, c'est bien que cette conscience on est sensible à cet appel à la conscience. Donc, si ces jeunes ont simplement voulu dire, à travers ce sondage, que la conscience qu'ils ont, et notamment leur conscience religieuse, doit l'emporter sur certaines réglementations de la République, j'ai envie de dire, on sera très nombreux à signer ce qu'ils ont dit. Mais s'ils veulent dire que la charia, dans sa législation précise, dans sa législation positive, doit l'emporter sur la législation positive de la République, alors effectivement, là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que soit on parle de droit naturel face à un droit positif, soit on parle de droit positif contre droit positif. Si effectivement ce sondage signifie que le droit positif islamique l'emporte sur le droit positif républicain, là, il y a un vrai problème. Mais, la plupart de ces jeunes, je crois, ignorent totalement le droit positif islamique, ignorent totalement la réglementation de la charia, et encore, puisqu'il y a des manières d'interpréter la charia différentes selon les pays,
Si ces jeunes sont d'origine algérienne, tunisienne ou marocaine, ils savent évidemment, enfin j'espère qu'ils le savent, que la charia n'est appliquée dans aucun de ces 3 pays. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne crois absolument pas dans la valeur de ce sondage, parce qu'on pose une question à des jeunes qui ne comprennent pas ou qui n'ont aucune conscience des implications sémantiques qu'il y a derrière leur question. D'accord. Alors, dernière question sur ce premier livre. Dans votre livre, vous traitez donc de l'islam en extension, pour utiliser un terme un peu universitaire, donc dans ses manifestations diverses dans le temps et l'espace, plutôt que de l'islam en compréhension, cette essence de l'islam que chercheraient à définir les lettrés européens. Alors, de cette approche pragmatique des islams, alors l'islam chiite, lié au zoroastrisme et à la Perse, l'islam mutazilite, frotté à la pensée grecque, l'islam mystique soufi, lié au néoplatonisme, et l'islam rigoriste hanbalite, issu du creuset arabique bédouin, je résume à grands traits, concluez-vous à la possibilité d'une mutation française de l'islam, ou plutôt des islams qui se trouvent sur le sol français? Ah oui, tout à fait. D'abord, merci de la manière dont vous avez résumé les choses, parce que c'est tout à fait juste, tout à fait clair. Moi, je crois effectivement à cette mutation. Mutation très lente, mutation qui se fera forcément au frottement de certaines traditions intellectuelles, culturelles françaises. Voilà, les choses se font très lentement. C'est aussi pour ça qu'il est urgent de considérer tous ces phénomènes avec beaucoup de délicatesse. Par exemple, vous avez évoqué le cas du mortazilisme. Le mortazilisme est un courant donc intellectuel, enraciné dans la philosophie grecque, de la lecture coranique et de la lecture de l'islam. Ce courant qui a disparu au cours des siècles est en train de renaître. Hein. Il a déjà eu des bourgeons dès le 19e siècle. Et la France est un lieu de creuset pour cette résurrection d'un islam philosophique. Et je connais personnellement des gens qu'on pourrait éventuellement qualifier de mutazilites. Et voilà, et ces gens-là sont authentiquement musulmans, authentiquement français, authentiquement philosophes, et d'une certaine manière authentiquement grecs, si je puis dire. Donc, il y a des choses extrêmement positives, des évolutions extrêmement positives. Il faut leur laisser le temps de s'installer. Et ce dynamisme d'islam qu'on pourrait appeler islam modernisateur ou islam des Lumières, parfois comme on l'appelle, il faut lui laisser le temps et surtout il faut lui laisser sa chance. Hein, parce que souvent on entend oui, mais il est complètement minoritaire, il ne représente personne. Oui, effectivement, il est minoritaire. Mais je pense que ça vaut le coup de le soutenir, ça vaut le coup de l'accompagner. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'Église catholique et les églises protestantes par les dialogues extrêmement nourris et récurrents entre ces groupes musulmans et les autres églises chrétiennes de France. Donc il y a un beau creuset qui est en train de se produire en France et ça vaut le coup de le souligner. Les orthodoxes sont-ils aussi impliqués dans ce travail? Alors, ils sont moins impliqués en France. Ils le sont plus en Russie. Hein, vous parliez tout à l'heure de la Russie. La Russie a un rapport à l'islam qui est très, très particulier, qu'on peut éventuellement qualifier de tolérant. En tout cas, il y a une place juridique de certaines formes d'autonomie musulmane en Russie, mais cette autonomie musulmane est quand même très liée à des provinces et aussi à des questions de nationalité. En Russie, la question de l'islam est quand même indissociable des minorités, notamment bashkirs, tatars et caucasiennes. Donc c'est vraiment très très différent. On va laisser de côté ce sujet qui est vaste, encore une fois. La question portait sur les orthodoxes ici en France. Oui. Donc maintenant, parlons de votre second livre, Olivier Anne, intitulé Le Coran et le croissant, sous-titré lui également par Les tribulations d'un islamologue en France. Alors là, c'est un livre un peu plus personnel, qui relate vos expériences, vos riches expériences dans différents
domaine où vous avez été amené à rencontrer donc concrètement l'islam ici en France. Alors vous commencez par donc une évocation personnelle. Vous avez exclu les femmes de votre démarche comparatiste du premier livre, mais vous tenez à commencer ce livre en évoquant deux femmes, votre belle-sœur et une Kérote que vous avez rencontrée dans le cadre de votre coopération au Caire, une Kérote de la bonne bourgeoisie, élevée par les sœurs catholiques, mais qui est voilée et qui vous fait apprécier le voile, dites-vous. Alors, je vous pose une question un peu taquine. En quoi ces deux femmes sont-elles à l'origine de votre carrière, de votre vocation d'islamologue? Disons que elles incarnent deux visages d'un certain islam. La première, donc ma belle-sœur, qui est complètement moderne, qui a épousé un Français qui a fini par se convertir, mais elle ne l'a pas épousé musulman. Donc une femme extrêmement moderne, coquette, mais qui, évidemment, de temps en temps, fait renaître ce qu'on pourrait appeler des formes de ségrégation typiquement musulmanes, mais alors que chez elle, je ne suis pas sûr que ces formes de ségrégation aient été vraiment enracinées dans l'islam, hein, notamment par rapport aux juifs. Hein. Il y a quelque chose d'assez antisémite ou antisioniste, je ne sais pas comment il faut le dire, chez elle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à l'islam. On est vraiment là dans des espèces de réflexes, notamment de la société algérienne. Et l'autre femme... J'ai envie de vous interrompre. Je ne pensais pas que vous alliez évoquer cet aspect-là à propos de votre belle-sœur. Mais parmi les questions que j'avais laissées un peu de côté concernant votre premier livre, il y a une question qui porte sur la naissance de l'islam. Oui. Dans un premier temps, Mahomet rédige une constitution, crée une constitution et une Oumma, c'est-à-dire une communauté qui intègre les Juifs à la Mecque. Et 2 ans après, ou 4 ans après, alors je ne sais pas si c'est à la Mecque ou à Médine d'ailleurs, je m'en mêle un peu les pinceaux sur les dates. Et 4 ans après, donc, il exclut les Juifs précisément de la Oumma. Donc il y a bien un geste de séparation et dans quelle mesure l'islam n'est-il pas enraciné dans le judaïsme. Voilà, vous m'avez amené à vous interrompre en évoquant ces questions. Cette question, il y a quand même un anti-judaïsme islamique dès l'origine, non? Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier d'anti-judaïsme. Alors, il y a effectivement cette première étape où le prophète souhaite intégrer les Juifs. Ensuite, cette intégration ne fonctionne pas parce que finalement les Juifs ne se convertissent pas à l'islam malgré sans doute les espoirs du prophète. Donc il y a une rupture qui a d'ailleurs été très violente. Et durant finalement tout le Moyen-Âge islamique, on est toujours sur un espèce de balancier. À la fois, les Juifs sont intégrés et peuvent avoir une place sociale, voire politique dans l'Empire islamique. Et en même temps, ils ne sont pas musulmans, donc ils ne profitent pas de l'ensemble des droits et des privilèges qu'offre le statut de musulman. Donc, il y a un rapport au judaïsme qui est très particulier, d'autant en plus que une partie de la perception du sacré en islam est quand même très, très héritée de la perception du sacré juif. Donc, une multitude de points communs. Et alors, il est clair que ce qui a changé dans le rapport au judaïsme en islam, c'est Israël. C'est clair que 48, c'est vraiment une date qui change les rapports. Hein, on avait dans tous les pays musulmans des minorités juives avec lesquelles les choses se passaient plus ou moins bien. Les juifs étaient quand même des citoyens de seconde zone, mais voilà, ils avaient... Comme les chrétiens, mais ils avaient parfois accès au pouvoir, ils avaient accès à l'économie, leur vie cultuelle était préservée, etc. Et on sent que 48, c'est vraiment, il y a un moment avant et un moment après, parce que, et surtout 67, c'est vraiment le moment où finalement le monde arabe, entre guillemets, se débarrasse de ces juifs qui vont aller en Israël. Et donc aujourd'hui, il est quand même difficile
je trouve, dans le monde musulman, de distinguer très clairement ce qui relève d'un anti-judaïsme ou d'un antisionisme. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse parler d'antisémitisme en islam. Il n'y a pas cette idée de haine raciale qu'est l'antisémitisme. D'ailleurs, juste un exemple très intéressant, certains textes de Daesh, qui étaient des textes évidemment antisionistes, il y a eu des textes anti-juifs chez Daesh, et on a repéré en 2015 certains textes en langue française de Daesh qui étaient très nettement orientés vers l'antisémitisme, et qui étaient un antisémitisme typiquement français des années 1900-1920. Comme si certains propagandistes de Daesh avaient adapté un vieil anti-judaïsme issu de l'islam, plus ou moins de l'islam, et l'avaient adapté à un antisémitisme d'origine européenne. C'est très étonnant. Ce qui prouve le bricolage de leur idéologie. Complètement, alors complètement. Et concernant cette seconde Oui, femme, Madame donc, vous avez apprécié le voile. Expliquez-nous un peu. Alors, en fait, je trouve, j'ai voulu donner cet exemple parce que c'est un peu le problème quand sur les tableaux de télévision on parle de voile. En fait, on parle tout le temps du voile sans jamais ou rarement inviter une femme réellement réelle, avec un nom, un prénom, des enfants éventuellement, et qui porte le voile. Et j'ai voulu présenter cette femme, Madame Rossmann, parce que quand vous rencontrez une femme voilée, qui est une femme qui a fait un choix, ce choix qu'elle est capable d'expliquer éventuellement, eh bien, en fait, ça change votre regard. La connaissance intime, d'amitié avec des femmes qui ont assumé ce choix, en fait, vous fait forcément, à un moment ou à un autre, évoluer votre regard là-dessus. C'était à quel moment? C'était un moment avancé dans la réislamisation des sociétés musulmanes au Caire? Oui, c'était dans les années 90. Donc, alors aujourd'hui, la réislamisation de la société égyptienne est allée encore plus loin. Mais à l'époque, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dans les écoles chrétiennes que dirigeaient comme on disait autrefois, les bons pères en Égypte, on avait vraiment tous les types de familles. On avait des coptes orthodoxes, des coptes catholiques, des catholiques latins, des musulmans sunnites, etc. Et alors évidemment, il ne faut pas être non plus naïf. Là, il y avait une certaine forme de convivialité. Ces gens-là discutaient entre eux, ils vivaient entre eux. Alors, évidemment, la minorité, c'était quand même les chrétiens. Donc, mais la connaissance intime, amicale de plusieurs femmes qui assumaient ce choix fait forcément un moment qu'on essaie de comprendre le sens de leur geste. Et leur geste est un geste de remise de leur personne dans les mains de leur créateur. Alors évidemment, on peut juger que c'est idiot, on peut juger que en France, on ne fait pas comme ça, mais on ne peut pas contester, je pense, la sincérité de ce geste-là. Et du coup, ma réflexion par rapport à la France, c'est comment préserver la conscience individuelle de ces femmes, comment respecter ce qu'elles sont et ces choix qui sont des choix qui sont signifiants, comment les respecter tout en maintenant le cadre légal français. Eh bien, c'est pour ça que je pense que le cadre légal français, jusqu'à il y a à peu près 2 ans, nous mettait face à un modus operandi qui était finalement assez correct. C'est-à-dire que sur la question du voile, pas de voile pour les agents de l'État, hein, pour des raisons de neutralité, pas de voile dans les écoles ni les établissements secondaires parce que l'enfant est en formation. Et, et donc, vous voyez que. Alors, et puis, pas de voile, évidemment, sur oui, les agents de l'État, je viens de le dire. Donc, vous voyez qu'on avait atteint un équilibre. Et on sent que dans les médias, en fait, cet équilibre, voilà, on veut aller plus loin. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une Vous erreur. laissez cependant de côté toutes ces jeunes filles qui habitent des quartiers à majorité musulmane qu'on oblige à porter le voile. Alors, vous avez tout à fait raison, ça arrive, mais statistiquement, Ils se sentent obligés de porter. je suis d'accord. Aujourd'hui, pas. les études sociologiques montrent que globalement, porter le voile aujourd'hui est issu d'un choix personnel.
Alors, Donc, les études sociologiques Ah, et les sondages ont leur vertu. oui, alors je préfère les études sociologiques qui sont plus sérieuses dans leur panel. Ah, les sondages, vous avez vu tout à l'heure avec le sondage que j'ai essayé de commenter, moi ça me paraît dangereux les sondages, parfois. D'accord. Abordons un sujet grave. Enfin, tous les sujets sont graves, celui-ci l'est un peu plus. Dès les premières pages, vous citez l'assassinat de Samuel Paty. Où en était la rédaction de votre livre lorsque cet événement a eu lieu? Alors en fait, le livre était fini il y a à peu près 6 mois, donc en fait, je l'ai repris pour évoquer ces questions-là. Parce que voilà, vous le citez quand même 3 fois dans votre Ouais. livre. Euh, Page 31, page 65 et page 95, c'est-à-dire, bon, il est présent. Mhm. La première citation est l'occasion pour vous de vous démarquer de 3 autres islamologues français, représentant chacun une tendance de l'islamologie française, le décolonialiste islamo-gauchiste, si je puis dire, François Burgat. Ah, c'est vous qui le dites, Oui, oui, islamo-gauchiste. oui, oui, c'est moi qui le dis. Le concepteur du djihadisme d'atmosphère, là, c'est vous qui le dites. Que Ah, serait, celui qui l'a. que serait, Djihadisme atmosphère, c'est lui qui l'a créé, que Keppel. Hein. serait, selon vous, devenu Gilles Kepel? Et le marxiste, alors c'est moi qui le dis, Olivier Roy, qui, c'est vous qui le dites, nie la dimension religieuse du terrorisme islamiste au profit de la notion de radicalité. Alors là, je vais quand même lire le passage parce que il réfère donc à cette notion de délinquance et d'islam qui sont donc très présentes dans les débats que vous évoquiez tout à l'heure à la télévision. Nous avons la chance en France d'avoir des intellectuels, je vous cite donc, qui se plaisent à débattre de ces questions en s'envoyant tour à tour, en s'envoyant pardon à tour de bras des excommunications. On reste dans le domaine du religieux là. La Sorbonne, vieille faculté de théologie, est loin d'être un lieu de débat apaisé et approfondi, mais une cour d'école où les égos les plus surdimensionnés du pays se dénoncent avec une totale mauvaise foi. L'année 2016 fut riche dans ce domaine et 3 universitaires s'opposèrent lors d'une joute picrocolline. Et les guerres picrocollines de Rabelais sont ces guerres qui avaient lieu entre petits villages tourangeaux. Hein. François Burgat considéra que la violence constatée dans les pays musulmans était le produit de la colonisation, de même dans les banlieues qui vivaient dans les conditions du néocolonialisme. Gilles Kepel affirma que c'était bien la religion musulmane qui était en cause et que le djihadisme puisait dans la tradition religieuse tout en étant bien sûr ravivé par la conjoncture. Il évoqua même en novembre 2019 l'idée d'un terrorisme d'ambiance dans certaines banlieues, renchérissant ensuite en octobre 2020 après l'exécution de l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine par le transgressif concept de djihadisme d'atmosphère. GASP, exclamez-vous. Exclamez-vous. L'ennemi plane dans les airs. On le respire comme la Covid-19, omniprésent et omniscient. Les géopolitologues feraient de très mauvais juristes et nous enverraient les musulmans en tôle, sans procès et fissa. Quant à Olivier Roy, il préférait parler de la radicalité de la jeunesse des cités, jeunesse qui avait besoin d'une justification et donc utilisait la religion pour cacher sa propre violence. Cette analyse justifierait d'ailleurs le fait que la majorité des candidats au djihad ait connu un parcours délinquant. Alors ma première question, Olivier, Anne, c'est pourquoi ne nommez-vous pas Samuel Paty dans cette première référence que vous faites à son assassinat? Et pourquoi, plutôt que d'assassinat, vous parlez d'exécution? Alors, sur l'affrontement entre ces 3 intellectuels, je vais répondre à votre question, mais d'abord. Oui, non, mais la question sur les 3 intellectuels, je vous la poserai après. D'accord. Je ne nomme pas. En fait, les deux sont liés. Ces 3 intellectuels, je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que. Encore une fois, Oliviane, je vous interrogerai sur votre Mais vous savez position voir que c'est par lié, en rapport à fait. celle des 3 intellectuels. Vous allez voir que Mais c'est lié. répondez-moi d'abord sur D'accord. Je réponds la d'abord. façon dont vous formulez cette référence à l'assassinat de Samuel Paty. Pourquoi utilisez-vous le terme d'exécution et pourquoi ne le nommez-vous pas? Je parle d'exécution parce que il semblerait que ce jeune garçon qui l'ait tué
et fait cela dans un but pour venger un blasphème fait envers le prophète. Là, je prends les éléments qui sont en open source. Là, vous rentrez dans la logique de l'assassin. J'essaie d'expliquer, j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu faire, et ce qu'il a voulu faire, c'est une exécution. Une exécution, donc une exécution est liée à un procès ou à un jugement. Il a jugé par lui-même, par ses propres moyens intellectuels, qu'il y avait eu blasphème et que ce blasphème exigeait une réparation. En droit de juger. J'essaie de... Quel procès s'agit-il? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ce jeune garçon a jugé par lui-même, avec ses moyens, que Samuel Paty avait blasphémé le prophète en montrant les caricatures. Et donc, il a voulu le tuer. C'est pour ça que je parle d'exécution, parce que c'est un assassinat, mais c'est aussi une exécution, suite à un jugement que finalement ce jeune garçon a fait par lui-même. C'est pour ça que je parle d'exécution. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est intéressant, enfin intéressant, si c'était pas morbide, la mort de cet enseignant est liée à une image que ce garçon, enfin que le jeune assassin, se faisait de l'islam. Il s'est fait une image. Alors pourquoi il s'est fait cette image? Est-ce que ça lui venait de ses origines? Est-ce qu'il a entendu ça au pays? Est-ce qu'il a entendu ça autour de lui? Bref, il s'est fait une image des sources musulmanes qui lui donnaient le droit de venger la mémoire du prophète, de venger un blasphème, etc. Alors là, vous êtes en train d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon, de cet homme. Ouais. Bien, je propose qu'on laisse ça de côté parce que on est dans... Non, parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi ne nommez-vous pas Samuel Paty dans cette première référence à ce... Oui, j'aurais pu. Mais ce qui était important à évoquer, c'est que la nouveauté, depuis à peu près 2 ans finalement, c'est que on est face à des gens qui aujourd'hui n'ont plus besoin de structures djihadistes pour s'auto-justifier. Et c'est là où c'est ce que finalement Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère, mais l'expression est un peu, moi je trouve un peu dangereuse. C'est tout simplement du fanatisme, en fait. C'est du fanatisme auto-construit, auto-créé et auto-justifié. Et donc les gens peuvent s'auto-proclamer les vengeurs de l'honneur du prophète. Donc on est dans du fanatisme qui aboutit à des exécutions. C'est pour ça que je voulais parler du mot exécution. Mais Samuel Paty, vous avez tout à fait raison, j'aurais pu en parler dès ce moment-là. Hein. Là, je ne conteste pas cet élément. Donc maintenant, concernant la typologie de l'islamologie française que vous évoquez à propos de cette tragédie, donc cette typologie de l'islamologie française que vous avez esquissée dans cette première citation, de quel point de vue vous sentez-vous le plus proche? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais d'aucuns tous à la fois. En fait, ces 3 points de vue, ces trois points de vue sont intéressants dès lors qu'on les utilise comme des grilles et pas des grilles absolues, c'est-à-dire comme des outils d'analyse. Mais il faut évidemment les croiser. Il est évident que la question coloniale a été extrêmement importante dans le succès des prédicateurs wahhabites dans les années 50-60 en Afrique, et notamment au Mali ou au Niger. Il est évident que l'omniprésence de la puissance européenne dans l'Empire ottoman a créé des mouvements de résistance à caractère islamique. C'est évident que la colonisation a son importance. Il est évident que les parcours de délinquants étant très nombreux chez les djihadistes, on est obligé d'interroger ces parcours de délinquance. Mais il est évident aussi, et moi je l'ai rencontré plusieurs fois, que quand bien même on veut rassembler tous les éléments extérieurs à la religion musulmane pour expliquer des phénomènes, de temps en temps on est bien obligé de constater que la justification religieuse, elle est première. Donc en fait, on a besoin des trois grilles, et même d'autres. On a besoin de la question du rapport
du rapport au père, du rapport à la famille. Or, ça, les trois intellectuels n'en parlent très peu. Il y a une multitude d'études sociologiques, par exemple, sur les femmes niqabées, les femmes en niqab, ou les femmes chez Daesh, qui montrent que, de toute évidence, il y a un rapport à l'homme, un rapport au père, un rapport au sexe, qui est très important, qu'il faut définir voilà, avec précision, dans le rapport des femmes qui sont parties faire le djihad en Syrie. Voilà. Donc, les trois grilles que j'ai rapidement esquissées avec un peu de cynisme, on les utilise, mais on va en utiliser d'autres. On va utiliser des grilles sur le genre, sur la sociologie, sur le rapport à la génération. Et les rapports, notamment aux aînés, sont très importants dans les justifications d'entrer dans les milices djihadistes, notamment en Afrique. Parce que très souvent, les aînés captent l'accès aux femmes, captent l'accès à la terre, et vous avez des jeunes de 15-16 ans qui, pour avoir accès au pouvoir, accès à la terre et accès aux femmes, en fait, basculent dans des mouvements djihadistes. Et donc, on est aussi dans des rapports intergénérationnels qui ont échoué. Vous voyez, toutes ces grilles sont utiles, sans exclusive. D'où l'importance de la connaissance des civilisations islamiques. Voilà. Ce que vous faites. On va laisser de côté la deuxième citation que vous faites de l'assassinat de Samuel Paty, où vous parlez là véritablement d'assassinat, qui est le terme juridique qui s'applique à cet acte, donc en relation avec une entreprise terroriste, et où vous le nommez. Bien. Vous citez donc à ce sujet la dissolution du CCIF fondée par le jeune et brillant polémiste, dites-vous, Marwan Mohammad, qui a fondé le collectif contre l'islamophobie en France. On va laisser de côté ce sujet qui est un sujet juridique. Et on va laisser de côté cette citation, puisque vous avez abordé le sujet de l'islam de culture en répondant aux questions sur le premier livre. Donc, Islam de culture, dans lequel vous rangez Marwan Mohammad. Islam culturaliste. L'islam culturaliste, oui, voilà, qui est une troisième catégorie à côté des deux catégories que vous avez traitées dans votre premier livre, qui sont l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation. Bon, dans la troisième citation que vous faites, vous critiquez les réactions qui ont eu lieu sur le manque de réaction de la population donc de confession musulmane en France à propos du meurtre de l'assassinat de Samuel Paty. Et vous dites qu'on en fait trop, les gens disent les imams doivent s'exprimer, les musulmans doivent désavouer le terrorisme et faire allégeance à la France, mais quand ils le font, c'est encore insuffisant, déloyal et mensonger. Le gouvernement proposa même qu'il prie pour la République au cours de la prière du vendredi. Donc, la question est la suivante. Est-ce que cette absence, entre guillemets, de réaction de la communauté musulmane par rapport à ce genre de tragédie, est-ce que c'est dû, selon vous, à une complicité passive ou est-ce que c'est dû au terrorisme diffus imposé par les islamistes? Alors, moi, je ne crois pas que la communauté musulmane ne réagisse pas. Elle ne réagit peut-être pas comme on voudrait qu'elle réagisse, mais elle réagit. À chaque assassinat, à chaque acte terroriste, la plupart des responsables de la communauté musulmane font des communiqués, font des discours. Voilà, ils se rapprochent même de la communauté catholique, on se rapproche de la République. Je crois que la communauté, elle agit, en tout cas, elle parle. Certains responsables, mais on pourrait imaginer qu'il y ait une manifestation comme la manifestation qui a eu lieu contre l'islamophobie l'année dernière, qui est 20 000 musulmans qui descendent dans la rue, donc dans les rues de Paris et d'autres villes, pour protester contre cette utilisation qui est faite de leur religion. Oui, mais cette protestation, les gens la font. Vous discutez avec n'importe quel musulman le lendemain d'un attentat, les gens vous font cette protestation. Même les salafistes,
sur leur site internet, font des communiqués pour dire qu'ils désavouent. Alors, je pense que les gens, en fait, se désavouent, salafistes, musulmans modérés, musulmans proches de la République, tout le monde se désavoue. Mais alors, qu'est-ce qui nous gêne, nous? En fait, on a l'impression que c'est pas assez, qu'il faudrait faire autre chose. Le problème, c'est que faire autre chose, c'est quoi, en fait? C'est pas parce que les gens vont manifester que, en fait, on sera convaincu. C'est-à-dire que on est dans un jeu de regard qui peut être malsain entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. En fait, on garde toujours une méfiance. Quel que soit ce qui est dit, finalement, il y a une méfiance du côté des non-musulmans à l'égard de certains membres de la communauté musulmane. Et ça, le problème, c'est que c'est une méfiance qui me semble enracinée et il est très difficile de lutter contre ça. On aimerait autre chose, mais on oublie aussi de rappeler que dans les pays musulmans touchés par le terrorisme, les premières victimes sont d'abord des musulmans. Donc, c'est ça qui est un peu dramatique, je crois, dans la situation française actuelle, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Plus de confiance. Un grand nombre de musulmans se sentent agressés, voire soit parfois par la République, soit par les islamistes. Les Français non musulmans se disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet islam? On n'y comprend rien, etc. Et donc en fait, il est urgent de rétablir sans naïveté, non pas la vérité, mais des rapports qui soient basés sur un minimum de compréhension réaliste et véridique. Donc voilà. Mon appel, c'est donc pas un appel à la naïveté ni à l'idéalisme, mais c'est un réalisme qui est enraciné dans l'étude et une authentique compréhension. Oui, comme vous le dites, c'est un processus en cours. Voilà. Petite question, parce que l'heure avance. Vous avez écrit un chapitre qui est un des plus intéressants de ce second livre sur votre expérience d'apprentissage des versets du Coran à l'UOIF de Saint-Denis. Ouais. Donc, vous dites que l'Union des organisations islamistes de France est inspirée par les frères musulmans et Tariq Ramadan. Ne faites-vous pas un pléonasme là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout le monde sait que Tariq Ramadan est le petit-fils d'Hassan el-Banna, qui est le fondateur des frères. Oui. Bon, c'est pas un pléonasme, c'est une manière d'exprimer les choses. Mais je ne nie, enfin, à aucun moment je ne nie les liens entre les deux. Au contraire, enfin, il y a pas. L'UEIF, c'est les frères, et les frères, enfin, Tariq Ramadan, c'est les frères. Enfin, c'est les frères. Ça l'a été jusqu'à il y a 2-3 ans. Maintenant, les frères ont pris leur distance. Vous dites les frères. Les frères musulmans. Mais on s'appelait comme ça, vous les frères. Comprenez la confusion qui peut être faite avec les francs-maçons, qu'on appelle également les frères. Je ne fais pas du tout J'ai bien connu les frères musulmans, mais j'ai pas connu les frères, maçons. Je ne vous pose pas de questions auxquelles on ne répond pas en général. Non, je vous le dis. Vous banalisez cependant l'action des frères musulmans, très actifs, volontaires. Ils agissent comme n'importe quel autre lobby ou groupe évangéliste, à ceci près qu'ils suivraient, vous utilisez le conditionnel, une stratégie de conquête, mais pour être honnête, je n'en ai jamais découvert le début du commencement. Alors, question très concrète, avez-vous lu les épîtres d'Hassan el-Banna en arabe? Oui. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas confondre les stratégies égyptiennes, les stratégies syriennes, les stratégies en Arabie Saoudite des frères. Les frères ont nourri une littérature extrêmement développée sur leur stratégie politique, leur stratégie de conquête pour les pays arabes et les pays musulmans. Moi, je parle des frères que j'ai connus, c'est-à-dire les frères musulmans en France. Je ne suis pas dupe. C'est une expérience qui a failli mal se terminer d'ailleurs. Ça a failli mal se terminer, vous avez tout à fait raison. L'expérience que j'ai faite des frères, mais là encore, je n'ai jamais atteint des niveaux de responsabilité chez les frères. Moi, j'étais juste le fidèle de base, donc je n'ai pas eu connaissance de tous les éléments me permettant de juger de cette situation. Mais à aucun moment, je n'ai perçu, ni chez les enseignants, ni chez les cadres, ni chez les fidèles autour de moi, une stratégie de conquête. Alors attention, les gens disaient qu'il fallait convertir les autres.
mais n'importe quel religieux croyant, catholique, protestant, aimerait bien que tout le monde se convertisse. Je distingue les stratégies de prédication d'une stratégie de conquête, parce que c'est pas parce que vous voulez que tout le monde devienne musulman que vous êtes un conquérant. Enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, des discours sur la conversion, ça oui, j'en ai entendu. Mais des projets disant on va s'installer ici, on va pousser les femmes musulmanes à faire 4 enfants, on va prendre le pouvoir par des élections, etc. Concernant le contexte français, je n'en ai jamais lu ni entendu. Avez-vous observé la stratégie des frères musulmans dans les institutions politiques locales? Ah ben, bien évidemment. Mais on ne peut parler de stratégie que si vous avez des textes, une littérature qu'on arrive à identifier au-delà de comportements individuels. Voilà. Je veux dire, vous ne pouvez pas attribuer aux frères musulmans en France, je dis bien en France, des stratégies machiavéliques si vous n'arrivez pas à identifier des textes qui argumentent cette stratégie. Alors après que les gens aient des stratégies politiques, ça oui, mais est-ce que les stratégies politiques d'individus proches des frères sont nourries par un projet totalitaire ou idéologique, ou est-ce qu'elles sont nourries par l'appétit d'avoir le pouvoir? Et est-ce que leurs stratégies ne sont pas exactement les mêmes que n'importe quel parti politique? En fait, mon idée, ça n'est pas de nier ça, c'est d'essayer de dire, si ça existe, est-ce que c'est différent de toutes les autres stratégies politiques en cours en France? C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à les singulariser, c'est donc une stratégie comme une autre. Le jour où on aura des preuves pour la singulariser, à ce moment-là, je serai d'accord avec vous. Il n'y a pas d'international derrière, comme l'international communiste à une époque. L'international des frères musulmans est un échec. Ils ont échoué en Arabie Saoudite. Ils se sont fait lâcher par leurs camarades de Turquie au moment en 93-95. L'international frères musulmans n'est pas allé au secours des frères musulmans d'Irak lorsque l'Irak s'est effondré. Voilà, bon, il y a tellement de contre-exemples prouvant que cette internationale ne fonctionne pas ou qu'elle fonctionne par ordre complètement dispersé que là encore, faut prendre des gants. D'accord. Alors, autre chapitre intéressant de votre livre, c'est votre expérience de conseiller en entreprise où vous avez affaire, ou plutôt les chefs d'entreprise, les cadres des entreprises ont affaire à des comportements problématiques, alors qui touchent aux relations, bien sûr, dont on entend parler de la presse, des employés musulmans avec leurs collègues femmes, qui touchent également, ça c'est une chose que j'ai apprise en vous lisant, au séparatisme culinaire, donc des employés musulmans qui utilisent des frigos distincts des frigos de leurs collègues non musulmans, également de l'utilisation de certains locaux de l'entreprise pour les 5 prières quotidiennes, et enfin pour la dégradation des toilettes par les rituels de propreté. Alors, ne pensez-vous pas, Oliviane, que tout cela doit faire l'objet d'un concordat afin de reléguer ces comportements à la maison et à la mosquée? Alors, petite incidente, vous distinguez la salle de prière, y compris de la mosquée où on se prosterne. Est-ce qu'on ne pourrait pas, donc dans ce concordat, imposer que la prière se fasse, quand c'est possible, à la mosquée et non pas dans un local de l'entreprise que, dans certains cas, on va même jusqu'à s'approprier? Alors, la question que vous posez, enfin, votre remarque, elle est à la fois très juste et abyssale, parce que avec qui va-t-on signer un concordat? À la limite, avec personne, on peut imposer un concordat, Oui, mais alors, sanctionner les contrevenants. l'avantage d'un concordat, c'est que comme on le signe avec une autorité reconnue au sein de la confession, cette autorité reconnue, en fait, parvient à se faire obéir. Or là, non, mais on parvient toujours à trouver des interlocuteurs. alors oui, mais alors le problème de trouver des interlocuteurs, c'est qu'il faudrait éviter de trouver des interlocuteurs qui soient algériens, marocains, tunisiens. Il faudrait trouver des interlocuteurs totalement légitimes et qui soient totalement français. Or, en fait, ça, on a quand même encore un mal fou à le faire en France. Vous voyez, par exemple,
On a évidemment les représentants de la Grande Mosquée de Paris, on a différents grands représentants de différentes mosquées, mais la plupart d'entre eux sont soit d'origine marocaine, tunisienne, algérienne. Donc, il y a toujours un rapport au pays d'origine qui peut être, non pas gênant, mais qui crée un rapport à la loyauté nationale qui peut être gênant. Par exemple, moi j'ai rencontré une multitude de Français convertis, et eux, en fait, s'agacent profondément que dès qu'on parle d'islam de France, tout de suite, ils me disent, ouais, tu comprends, tout de suite, il y a des Algériens qui débarquent ou des Marocains. Moi, je suis français, donc je pense à notamment l'un d'entre eux qui a un nom berrichon, et lui, mais moi, je suis musulman et j'en ai marre que à chaque fois qu'on parle d'islam, arrivent les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Comme interlocuteur. Oui, mais il ne faut pas que derrière les individus, il y ait un jeu de puissance régionale qui joue en France. On voit très bien régionale étrangère. On voit très bien ce que ça a joué, enfin ce que ça a fait, notamment avec la Turquie, dans l'islam alsacien. Donc c'est ça aussi qui est très compliqué, c'est que pour créer ce concordat, quand bien même on n'aurait pas il faut chercher des interlocuteurs et des interlocuteurs qui soient des interlocuteurs avec lesquels il n'y a pas d'ambiguïté. Des natifs en France, quoi. Alors, soit des natifs en France, soit avec lesquels il n'y a aucune ambiguïté de loyauté, d'une certaine manière. Voilà. Et puis qui puissent parfaitement comprendre les réalités des Français musulmans. Voilà. Mais là encore, je pense qu'il faut du temps. Et il ne faut pas trop, je pense, il y a deux choses, à mon avis, à faire. C'est ne pas trop mettre la pression sur les communautés, parce qu'en fait, tous, on a besoin de temps. Et éviter de jouer avec la religion. Voilà. La religion est quelque chose d'extrêmement précieux, de délicat, qui implique trop les sensibilités. Et donc, moins on joue avec les religions, moins on les instrumentalise, mieux ça sera. Et plus on les rationalise, mieux ce sera également. Mais ça, c'est le travail de l'école, c'est le travail de l'université, c'est le travail de la culture. D'autant en plus que l'islam a en lui-même toutes les voies de rationalisme. Donc on n'a même pas à les inventer, à les coller sur l'islam. Elles existent déjà. Dans le mutazilisme. Notamment, ouais, vous avez raison. Mais pas que. Non, puisque il y a notamment dans le chiisme une tradition qu'on appelle gnostique de philosophie religieuse ou de théologie philosophique. Donc il y a des éléments, et pas seulement dans le mutazilisme, dans le chiisme, mais aussi dans le soufisme, où la question de la logique, la question du... Le soufisme, c'est une mystique, non? C'est une mystique, mais il y a des voies soufis où la question de la philosophie comme amour de la sagesse a toute sa place. Donc il y a plein d'éléments. Tout ça est fort intéressant. J'ai une dernière question, Iliane, parce que cela fait 1 heure que nous parlons. Dans un autre chapitre également très intéressant, vous relatez votre expérience d'aumônier catholique de prison qui vous a amené donc à rencontrer des musulmans en prison à qui vous avez parfois apporté un recours spirituel. Donc, est-ce que les prisons manquent d'imams visiteurs de prison en France? Quelle est l'importance de la population, disons, de culture musulmane dans les prisons? Et en quoi la prison est-elle, comme on le dit, un lieu de radicalisation? Alors je ne parlerai que de mon expérience, hein, donc qui n'est pas une expérience statistique, mais à travers les 3-4 prisons que j'ai faites comme aumônier catholique, il est clair que la population de culture musulmane est très nombreuse. Alors, je ne sais pas si elle est majoritaire statistiquement, mais en tout cas, elle est très nombreuse, ça c'est sûr. Donc, elle est surreprésentée, hein, de toute évidence. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la solitude des musulmans qui voulaient avoir un recours spirituel. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des imams qui sont nommés dans les prisons, mais il y en a très peu. Bon, c'est aussi très mal payé, hein. Vous n'êtes pas aumônier pour l'argent, hein. À l'époque, on gagnait à peu près 100 € par mois. Donc, c'est partie de la vocation religieuse, ça? Oui, c'est une vocation religieuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aumônier pour gagner de l'argent. Vous êtes là pour rendre un service. Et donc, on a très peu de monde, finalement, qui fait ça, notamment dans l'islam. Et alors, il y a un autre aspect qui joue, c'est que la France et les services de sécurité, ne voulant évidemment pas envoyer le loup dans la bergerie de la prison,
la République fait très attention à ne nommer des imams dont on soit absolument sûr, hein, sur le plan sécurité, sur le plan du type de discours qu'ils vont pouvoir donner. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je suis arrivé dans une des prisons, j'ai donc moi-même subi une enquête de gendarmerie, et au même moment, le futur imam subissait la même enquête que moi, donc en fait, on est arrivé quasiment au même moment. Et il a été accrédité lorsque je suis parti 6 ans plus tard. C'est-à-dire que le processus d'accréditation et d'enquête pour lui a duré quasiment 10 fois plus longtemps que pour un aumônier catholique. Ce qui fait que les musulmans de la prison en question n'ont pas eu d'aumônier musulman pendant 6 ans. Et donc, vous comprenez bien que... Ouais, et donc, vous comprenez du coup que pour orienter quelqu'un qui a besoin d'un recours spirituel sans basculer dans l'islamisme, bah, tant qu'on n'a pas d'imam, le gars, finalement, l'imam qui va jouer, la personne qui va jouer le rôle d'imam pour quelqu'un qui a un besoin spirituel, ça va être le voisin. Ça va être le voisin de cellule, le compagnon de cellule, qui lui, la plupart du temps, n'est pas formé ou peut avoir des idées totalement fausses ou détournées. Hein. Tous les problèmes de radicalisation. Vous en avez constaté vous-même Oui, des cas de radicalisation, oui. Ouais. En prison, oui. Mais ça peut être à un moment donné, c'est-à-dire que j'avais rencontré un musulman qui finalement n'avait plus aucun lien avec la pratique. On l'avait mis dans une cellule avec quelqu'un qui, lui, était vraiment ce qu'on peut appeler un islamiste. Et bien, au bout de 3 mois, le premier garçon avait adopté tous les codes de l'autre. Mais en fait, une fois sorti de la prison, il était redevenu ce qu'il était avant. Donc, la radicalisation en prison, effectivement, c'est un vrai phénomène. Mais est-il aussi durable que la radicalisation à l'extérieur? Je pense que ça n'est pas si simple. D'accord, eh bien on va s'arrêter là, Oliviane. Je vous remercie pour ce très riche interview, la solidité de vos positions qui va permettre d'avancer. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de 2 livres. L'Europe face à l'islam, histoire croisée de 2 civilisations, 7e, 20e siècle chez Talandier, et Le Coran et le croissant, les tribulations d'un islamologue en France, aux éditions Piranha. Encore merci, Oliviane. Merci, Frédéric Saillot. Peut-être à une autre vidéo. Une autre fois.